Quand je suis tombée, ouais, il y a eu cette partie de moi qui s'est brisée en fait. Mon casque. Il est très très beau. C'est parti pour la Vaudoise de Villars. Donc voilà, je sais pas, là tu fais quelques fois. Voilà, tu vérifies. Là tu peux couper ton saucisson. Oula. Ouais, presque. Hein. C'est l'heure de l'apéro gentiment en plus. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Causerie. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le canton de Vaud, à Villars-sur-Olon, pour y rencontrer Charlotte Chable, une ancienne skieuse professionnelle. Elle nous accueille chez sa maman, mais avant d'aller la rencontrer, je vous demanderai encore de vous abonner, de mettre un like, de mettre la cloche des notifications. C'est parti. La causerie première. Dans La Causerie, on a l'habitude de demander à notre invité de choisir un lieu pour nous recevoir. Qu'est-ce qui représente ce lieu pour toi? Est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Je dirais toute ma vie jusqu'à présent. C'est vrai que là, j'ai déménagé il y a 4 ans maintenant, mais c'est vrai que c'est ici que j'ai grandi, j'ai tout fait ici. Donc, et puis quand je reviens, enfin pour moi même que j'habite plus à Villars, Villars ça reste chez moi et ça restera, je pense, toujours chez moi pour toujours. Pourquoi toi tu penses que tu es connue en Suisse romande? Bonne question. Je sais pas, c'est sûr que j'ai eu une carrière sportive avec quelques bons résultats. Pour certains, c'est excellent ce que j'ai fait, pour d'autres, ça va. Pour moi, je dirais que c'est pas ce que je voulais atteindre, je voulais plus. Mais voilà, aujourd'hui, je suis quand même fière du parcours que j'ai fait. Et puis, c'est sûr que vu que j'ai été exposée, que j'ai fait des bons résultats, j'étais en Coupe du Monde, j'ai eu un peu un intérêt médiatique. Et de là à dire qu'on me connaît partout, non, mais que certaines personnes me connaissent. Et toujours maintenant que j'ai arrêté, en fait, des fois, j'ai des demandes. Donc, c'est vrai que des fois, ça me surprend un peu. Je suis là, mais déjà, j'ai pas eu une grande carrière. En plus, j'ai arrêté. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Et est-ce qu'étant enfant, tu aurais pu imaginer un jour te faire reconnaître comme ça? Non, je crois pas dans mes souvenirs que c'était quelque chose que je m'imaginais. Non, vraiment pas. Après, c'est arrivé un peu petit à petit. Je crois pas que tu te rends vraiment compte et tout d'un coup, tu es surprise en fait qu'on te reconnaît. Mais bon, ça reste à très petite dose, donc ça va. Et d'ailleurs, t'étais quel genre d'enfant toi? C'est faut demander à ma maman, je pense. Quel genre d'enfant j'étais? Qu'est-ce qu'elle dirait ta maman? Je pense qu'elle dirait que j'avais un caractère assez fort, que je savais qu'est-ce que je voulais depuis toute petite, qu'il fallait me laisser faire les choses comme j'avais envie. J'ai toujours bien aimé faire plein de choses, bouger, une enfance, je crois, assez sportive, dynamique. On a fait pas mal de choses en famille, plein de sports différents. Toujours, beaucoup dans le sport. À l'école aussi? Est-ce que tu étais bonne élève ou c'était que le sport tout le temps? Très bonne élève. Non, j'ai toujours... ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que... au début, quand j'étais jeune, je faisais l'école normale. Mais après, vers 13... Ouais, même, je dirais 12-13 ans, j'ai quand même commencé à louper l'école pour partir en camp d'entraînement. Ensuite, à 15 ans, je suis vraiment partie en internat à Brigue pour faire sport-études. Donc, c'est vrai que ma scolarité, elle a vite été un petit peu, entre guillemets, perturbée par le sport. Puis j'ai dû faire des choix. Mais après, je pense que le fait de louper l'école pour une activité, ça m'a appris à avoir une certaine rigueur parce que je savais aussi qu'il fallait que les résultats scolaires suivent pour pouvoir avoir l'autorisation de louper certains cours. Donc, après, je ne suis pas spécialement scolaire, mais j'ai toujours bien aimé, jamais eu trop de difficultés, donc ça s'est plutôt bien passé. Comment tu décrirais la famille Chable? Tous des skieurs. C'est vrai que mes 2 parents sont profs de ski, mon frère et ma sœur ont fait du ski et mon frère en fait toujours. Après, on a fait, comme dit avant, plein d'autres activités, mais c'est vrai que le ski, je crois, ça a été au centre de notre activité, de notre vie au quotidien. Et puis sinon, comment je décrirais ma famille? Chacun a fait son parcours. Ma sœur est toujours dans le monde du ski en tant que prof de ski, elle aussi. Donc c'est vrai que, encore une fois, moi, j'ai arrêté le ski, mais je suis toujours aussi dans le monde du ski. Donc je pense que ça ne nous quittera pas. De ton enfance, de tous ces moments passés sur les lattes ou bien à côté, qu'est-ce que tu retires fondamentalement et tu te dis aujourd'hui, c'est mon enfance qui m'a donné ça?
Bah, je sais pas si c'est dans mon enfance, mais je dirais en tout cas adolescence, début, ouais, enfin vers les 20 ans où ben, j'ai grandi, enfin je suis partie entre guillemets seule à l'internat où en fait tu te retrouves sans ta famille avec tes copines, puis tout d'un coup tu as un objectif sportif, puis tu mets tout en œuvre. Ça se passe bien, ça se passe pas bien, il y a des blessures, il y a des échecs, il y a des réussites. Puis en fait, tout ce que tu apprends par rapport à toi-même et de chaque jour, en fait, te lever pour un objectif et puis de faire face à tout ce qu'il faut, en fait, pour arriver à quelque chose, enfin, à ton rêve. Et puis ça, c'est quelque chose qui, maintenant que j'ai arrêté ma carrière, qu'en fait, je vois dans le travail, j'ai vraiment beaucoup de peine à faire les choses à moitié. Quand je le fais, j'ai vraiment envie de le faire bien. Et puis, je suis soucieuse de... Enfin, j'arrive pas vraiment à laisser de côté puis à me dire oui, bon, c'est pas très bien fait, mais je m'en fiche. C'est vrai que j'ai été assez, depuis très jeune, à vraiment faire les choses bien du début à la fin et que c'est quelque chose qui reste dans ma vie. À cet âge-là, environ à l'adolescence, t'avais que le ski en tête, c'était vraiment ton objectif. Je sais pas à quel moment j'ai eu que le ski et si vraiment, enfin, oui, ça a été toujours l'énorme partie de ma vie, le centre. Mais après, c'est vrai que ça s'est vraiment fait, en fait, petit à petit. J'étais au ski club, après j'étais dans les cadres régionaux, après je suis allée à Brigue, etc. Puis les choses ont fait que j'ai pu aussi avoir une scolarité qui m'a permis de faire du ski. Je pense que le jour où vraiment le ski a pris la plus grande partie de ma vie, c'est le jour où j'ai fini ma maturité. Enfin, l'année où je finissais ma maturité, je commençais en Coupe du Monde. Bah, après, j'ai fait que ça. J'ai vraiment consacré 2 ans, 100% au ski. Après, j'ai recommencé des études à l'Uni par correspondance. Mais même que je faisais des études, ça restait le ski et il y avait les objectifs du ski et les autres choses de la vie se coordonnaient par rapport à ça. Tu parlais de Brigue. À Brigue, donc tu as dû quitter ta famille. À ce moment-là, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour toi ou... Non, c'était trop bien. Non, c'était cool. C'est vrai qu'il y a des copines ou des gens que je connais qui ont de la peine à partir de la maison. Moi, j'ai jamais, en tout cas, des souvenirs d'avoir eu de la peine de partir des week-ends ou partir des semaines en camp d'entraînement. J'ai toujours adoré. J'ai aussi toujours eu un groupe de copines que c'était vraiment cool d'être à l'entraînement avec elles. Donc, quand on partait, on s'entendait bien, on s'amusait beaucoup. Quand je suis arrivée à Brigue, franchement, tu as 15-16 ans, tu découvres la vie sans tes parents, tu fais plein de nouvelles choses. Comme j'ai dit, on était à l'internat, on était un groupe d'une dizaine de filles, puis on était 2-3 par chambre, on faisait tout ensemble. On mangeait, on s'entraînait, on dormait, on faisait nos premières bêtises, voilà. Et puis c'est vrai que ça a toujours été trop cool pour moi. J'ai jamais eu le manque d'être à la maison. J'ai toujours bien aimé revenir, mais j'ai jamais eu de problème à partir. Et à quel moment tu t'es rendu compte, ou tu t'es dit, ou tes parents se sont dit « Ah là, j'ai peut-être une chance de devenir professionnel dans le ski ». Bon, mes parents, je sais pas s'ils se sont dit ça un jour. C'est vrai que quand ils sont petits, on se dit peut-être qu'ils peuvent y arriver. Ils grandissent, on se dit voilà, elle va pas mal. Peut-être que ça peut aller plus loin, mais de là de faire le pas à la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est vraiment un gros pas et c'est juste fantastique. Moi, je crois pas que je me suis dit un jour. En fait, j'ai toujours aimé ce que je faisais et j'ai continué parce que j'avais envie. Mais je me suis jamais vue championne ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai toujours voulu, mais c'était plus... J'aimais ce que je faisais, puis tout d'un coup, voilà, j'ai un résultat, puis ça m'ouvre les portes pour la Coupe d'Europe, puis un résultat en Coupe d'Europe m'ouvre les portes pour la Coupe du Monde, et puis ça s'enchaîne, puis tout d'un coup, tu te dis, ah, mais en fait, ouais, je peux skier parmi les meilleurs au monde, mais quand je suis arrivée à Brigue, par exemple, donc il y avait des filles qui avaient 3, 4, 5 ans, qui étaient plus âgées que moi, et moi, je les admirais. J'étais là, mais elles sont trop fortes. Enfin, qu'est-ce que je fais là? Enfin, ça me paraissait vraiment impossible, en fait, de faire ce qu'elles faisaient. Puis finalement, c'est moi qui me suis retrouvée à leur place, voire même mieux. Donc, je ne sais pas si tu arrives à t'imaginer, tu espères, mais ça te paraît tellement difficile. Puis tout d'un coup, en fait, à force de travailler tous les jours et de t'améliorer, tu te retrouves là où tu n'aurais peut-être pas pensé. Sauf que quand tu y es, tu te dis pas « Ah, je suis en Coupe du Monde, c'est bon, j'ai réussi mon objectif. » En fait, quand tu es en Coupe du Monde, après, tu veux encore plus. Tu veux pas juste être en Coupe du Monde, tu veux
faire tes premiers points en Coupe du Monde. Quand tu as tes premiers points en Coupe du Monde, tu veux faire un top 10, puis après tu veux faire un podium. Et puis, en fait, tu n'es jamais satisfaite. Maintenant, si on parle un peu de la suite de ta carrière, le moment où tu es devenue, entre guillemets, pro, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'était quoi un peu l'ambiance qu'il y avait autour du cirque blanc, comme on l'appelle? Bien, mais bizarre. Enfin, bizarre sans être bizarre au début. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, toute ma jeunesse, toute ma vie, jusqu'à que je fasse ma première Coupe du Monde, je regardais les Coupes du Monde à la télé. Puis tu te dis, waouh, ça paraît incroyable, nanana, nanana. Puis finalement, tu te retrouves là au milieu de ces filles. Puis tu te dis, bah, en fait, c'est comparé à une course de ski normale où en fait, t'as personne au bord de la piste, où la famille, les parents, enfin voilà. Puis là, c'est vraiment, t'as besoin d'accréditation pour aller d'un endroit à l'autre. T'as les caméras, il y a tout qui est clôturé, il y a beaucoup plus de gens. Puis c'est ça, vraiment, l'ambiance qui a changé. Puis au début, tu es un petit peu perturbé par l'attention qu'il y a autour, en fait. Et puis, tu te sens très observé, alors que franchement, en fait, personne ne sait qui t'es, puis personne ne te regarde au début. Mais c'est vrai que ça a été la grosse différence auquel j'ai dû m'adapter. Puis finalement, en fait, une fois que tu es dans le portillon de départ, ça reste une course comme une autre. Et si tu fais abstraction que le fait que tu es filmé, etc. Mais je dirais que c'est ça. Et puis au niveau de l'ambiance, je dirais que le niveau avant, Coupe d'Europe, FIS, t'es plus peut-être dans un environnement pas familial, mais tu connais un peu plus les gens, il y a moins de stress. Puis là, tout d'un coup, tu es un peu projeté dans une autre dimension. Tu te retrouves avec des filles que, en fait, c'est tes idoles. Tu les admires, puis tu te retrouves à courir contre elles, donc c'est un peu bizarre. Justement, tu parlais du portillon de départ. Comment on se sent juste avant de se lancer, des fois sur des pistes qui sont très compliquées et techniques? Bon, des fois bien, des fois pas bien du tout. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a toujours un stress. Après, ça dépend de la piste, des conditions, de beaucoup de facteurs aussi. De la discipline, mais aussi, je sais pas, si tu as eu des bonnes courses avant, si tu as eu des mauvais résultats, ou si tu reviens d'une blessure, ou si, je sais pas, c'est très glacé, ou au contraire, s'il a beaucoup neigé, puis que quand il neige beaucoup, des fois, c'est pas très bien dégagé, la neige fraîche, puis tu as un petit peu peur de faire une faute, puis d'aller tomber dedans, ou enfin, je sais pas, où il y a du brouillard, ou je pense que chaque fille a un petit peu ses problèmes personnels auxquels elle doit faire face à différentes situations. Mais je sais qu'il y a toujours un stress qui est bien. Enfin, il faut qu'il y ait un certain stress, mais des fois, tu es plus stressé que d'autres. Tu ne sais pas forcément pourquoi. Des fois, tu te sens très bien. Des fois, moi, j'ai même eu peur au point que je me disais, mais j'ai pas envie de faire la course. En fait, j'ai tellement peur de mal faire que j'ai pas envie de prendre le départ. Et ça, c'est du stress négatif. Et ça, c'est pas bien. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Mais c'est difficile de décrire comment tu te sens dans le portillon de départ en une description précise parce que, comme j'ai dit, ça dépend de tellement de choses que c'est chaque fois un petit peu différent quand même. Est-ce que tu as un peu aussi des routines avant d'arriver dans ce moment où tu as ce gars ou cette dame qui crie et puis les gens qui crient? Oui, alors il y en a qui ont des routines très, très, très strictes, toujours la même chose. Moi, j'avais pas quelque chose de strict, mais après, tu as comme ta routine du jour qui est imposée par le programme. Enfin, voilà, je me levais, je faisais des exercices le matin pour m'activer, j'allais déjeuner, on allait sur les pistes, on s'échauffait, on faisait l'arco. Après, tu t'échauffes avant la course. Tu fais souvent quand même les mêmes exercices d'échauffement, ou en tout cas, tu as tes exercices de base, puis après, tu les complètes ou modifies selon la situation. Mais voilà. Ensuite, un petit peu de visualisation. Alors après, il y en a qui visualisent vraiment du départ à l'arrivée chaque porte. Il y en a qui visualisent des points clés. Enfin, chacun a une tactique différente. Moi, j'étais plus à me concentrer sur les 2-3 passages clés et le reste, je me disais, c'est facile, finalement, c'est ce que je fais tous les jours. Voilà, j'ai pas besoin forcément de plus y réfléchir. Donc oui, tu as ta routine, mais je peux pas te dire, je faisais ça, parce que c'était dans l'ordre, mais sans être non plus où, voilà, il y en a qui doivent mettre la chaussette gauche avant la droite et le ski gauche et ci et ça et taper 3 fois sur la tête ou je ne sais quoi. J'étais
moins là-dedans. T'avais quand même des petites superstitions ou pas du tout? Je disais qu'il y en a qui mettaient la chaussette gauche avant, mais souvent quand même, j'enfile ma chaussure gauche avant la droite et j'ai gardé ça avant. Je sais pas, enfin toujours maintenant, je sais pas pourquoi, je me dis si je mets la droite, il va m'arriver quelque chose. En 2014-2015, tu avais environ 20 ans, tu obtiens ton premier podium en Coupe d'Europe. Est-ce que tu te rappelles de ce moment? J'avais été blessée la saison d'avant, puis j'ai commencé la Coupe d'Europe. J'avais déjà fait quelques Coupes d'Europe, mais voilà, jamais trop. Et en fait, avec ma physio de l'époque, on parlait, et puis je disais « Oh, moi, je serais déjà trop contente si j'arrive à faire dans les 30, nanana, nanana. » Puis le jour d'avant, je fais, je sais plus quoi, un bon résultat. Et en fait, le lendemain, je fais un podium. Puis mais moi, je pensais jamais pouvoir skier autant bien. Puis en fait, j'ai fait un podium. Puis en plus, on avait parié. Elle m'avait dit, si tu fais un podium cette saison, je te fais un massage de 1 heure et tout. Et du coup, j'avais eu un massage de 1 heure. Mais je pensais pas l'avoir. Mais c'est vrai que je me souviens qu'en fait, j'étais vachement surprise parce que je m'attendais pas. Pour moi, j'espérais un résultat bien moins bien que ça. La même année, donc 2015, tu t'arrives en Coupe du Monde à Flarau. C'est ton premier slalom en Coupe du Monde. C'est quoi ta réaction quand tu apprends que tu vas y aller? C'est peut-être un petit rêve qui se réalise, entre guillemets. C'était même un grand rêve. Justement, il y a eu ce podium en Coupe d'Europe, droit derrière, première Coupe du Monde. Et après, en plus, droit derrière, il y a eu ma qualification pour les championnats du monde. Donc, ça a été tout d'un coup. Mais c'est vrai que je me souviens très très bien quand on m'a annoncé que j'étais sélectionnée pour les championnats du monde. Mais pour ma première Coupe du Monde, je me souviens plus comment on m'a annoncé ça. Je sais que par contre, là-bas, c'était... en plus, Flarau, c'est le slalom féminin, enfin un des slaloms où il y a le plus de spectateurs. C'est un nocturne, c'est vraiment un des slaloms les plus cool de la saison sur le circuit féminin. Ensuite, tu parles aussi des championnats du monde. Raconte-nous, c'est quand même un peu mythique, ces championnats du monde. Ouais, en fait, je m'attendais vraiment pas. Puis je me souviens, je crois même que j'étais ici à la maison, dans ma chambre, ou je sais plus ce que je faisais, je reçois un appel, puis on m'annonce ça. Puis je m'attendais pas parce que oui, j'avais fait un podium en Coupe d'Europe. Oui, j'avais fait mes 1 ou 2 départs en Coupe du Monde, mais j'avais pas marqué de points. Puis pour moi, en fait, j'avais pas rempli les critères officiels pour être sélectionnée. Mais étant donné un peu la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que dans les slaloms suisses, il y avait pas beaucoup d'athlètes. Et du coup, il y avait Wendy et Michel qui étaient sélectionnés. Donc Wendy Holdener et Michel Guizine. Et je crois qu'il y avait encore Denise Feierabend à ce moment-là. Mais bref, il y a 4 places au championnat du monde. Donc, il y avait une place libre. Et puis, quand tu remplis pas les critères, Swisski peuvent proposer une personne. Et puis après, tu dois juste, entre guillemets, être accepté. Voilà. Mais tant qu'il y a une place, tu peux proposer un athlète qui n'a pas rempli les critères officiels. Donc, j'ai eu cette place sur avis d'entraîneur, en fait. Et puis, on m'a envoyé. Et je ne m'attendais pas, surtout que c'était aux États-Unis. J'étais jamais allée skier là-bas. Enfin, c'était vraiment... tout qui était cool, la sélection et le fait que ça soit loin, que ça soit... je sais pas, c'était trop bien. Et puis en plus, après, j'avais bien fait là-bas, alors que je m'attendais pas, personne n'attendait que je fasse quelque chose. Mais c'était vraiment, je me souviens que j'étais trop contente de partir et que je réalisais pas vraiment, en fait. Là-bas, ça s'est passé un peu comment pour toi? Maintenant, avec le recul... Après avoir aussi vécu d'autres Coupes du Monde, je me rends compte que j'avais aucune idée. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Enfin, je suis arrivée et puis je suis allée dans l'hôtel, etc. Puis on me dit, je sais plus à quelle heure, Charlotte, à 5 heures, tu as une conférence de presse. Comme ça. Puis moi, j'étais là, c'est quoi une conférence de presse? Je dois m'habiller comment? Je dois faire quoi? Je dois prendre quoi? Voilà. Puis on m'a rien dit. Puis du coup, j'ai quand même demandé à ma camarade de chambre, mais tu t'habilles comment? Enfin, c'est quoi? Est-ce que je me mets mes habits de ski? Est-ce que je me mets... j'avais vraiment aucune idée. Et puis elle me dit, non, mets juste un polo ski et prends ta casquette ou ton bonnet avec ton sponsor de tête. Puis je suis allée en bas, puis je me souviens que il y avait quand même pas mal de journalistes, surtout des journalistes romans, qui voulaient parler avec moi. Et du coup, je me suis retrouvée assise
avec, je sais pas combien, pas non plus des milliers, mais pour moi, ça faisait beaucoup. Il y avait 5, 6, 7 personnes autour de moi qui me tendaient leur téléphone ou le micro pour enregistrer. Puis même après, le jour de la course, la première manche, bon, je fais mon truc. C'est parti pour la Vaudoise de Villars, pour son premier départ lors d'un championnat du monde. La deuxième manche, je crois que j'étais 28 ou 29e la première manche, donc je partais vraiment dans les premières vu que c'est les 30 inversés. Et j'arrive en bas avec le meilleur temps. Et quand tu arrives en bas avec le meilleur temps dans une Coupe du Monde, bah, tu vas dans le leaderboard puis t'attends. Mais moi, j'avais oublié. Puis je suis repartie, puis on est venu me rechercher. Si jamais tu dois aller attendre là-bas parce que tu es en tête de la course. Alors on a apprécié également, vous ne connaissez pas encore le protocole, on vous a amené, vous êtes resté leader. Qu'est-ce que ça fait de se sentir leader pendant 8 ou 9 concurrentes? C'est une nouvelle sensation, ça fait un peu bizarre, mais c'est cool. Je serais bien restée plus longtemps. Mais c'est plein de petits trucs comme ça où en fait Tu t'y attends pas, quoi. savais pas. Puis en plus j'avais reparlé avec la journaliste Gaëlle Cageux qui était là-bas pour la RTS à ce moment-là. Puis c'est vrai qu'aucun athlète ou rarement ils acceptent de faire des interviews dans la zone de départ avant la course. Tout le monde dit en bas après, mais avant je vais me concentrer. Puis moi, elle est arrivée, on peut faire quelque chose? Ben oui! Puis j'avais répondu aux questions et tout. Et puis c'est vrai qu'on en a reparlé, puis elle disait, mais en fait, c'est fou qu'on ait l'interview avec toi à ce moment-là. Mais en fait, moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais. On a une deuxième petite particularité dans la causerie, c'est l'atelier. L'atelier, c'est toi qui choisis de nous apprendre quelque chose que tu sais bien faire. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire aujourd'hui? Moi, j'ai dû me creuser la tête pour trouver une idée. Mais je me suis dit, alors je sais pas si je l'ai fait bien, parce que ça fait longtemps aussi que je l'ai fait plus trop. Enfin, maintenant, j'ai recommencé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, en tout cas, pour un skieur, d'avoir les bases, de savoir comment faire. Après, je sais pas tout faire non plus, mais disons que j'ai les notions de base pour préparer mes skis. Puis bah, c'est quelque chose d'important. Puis je me suis dit, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça, donc je vais vous Effectivement. montrer. Trop bien, on y va? Let's go. Du coup, Charlotte, on est dans ton atelier. Tu vas nous apprendre à faire nos skis. Comment on fait? Première chose, on met le ski en général, on peut faire différemment, mais il faut mettre un élastique sur ce qu'on appelle les stoppers, parce que sinon on n'arrive pas à faire l'écart. Donc comme ça, ils sont bloqués là-haut. Donc, première chose, on prend, mais en plus j'ai un peu honte parce qu'elle est un peu rouillée, c'est pas trop le matériel. On prend une lime et on prend un cal, ça peut être soit ça, de différentes formes. Et après, on commence à limer. Puis tu tires, puis en fait là, je sais pas si vous entendez ou si c'est que moi qui sens, mais là on sent que ça résiste, ça prend. Puis on voit que ça enlève des bouts de quart là. Ouais. Donc ça c'est juste. Donc là je fais comme ça, tac. Voilà. Puis après, souvent, tu fais comme ça. Ah ouais, touche déjà, c'est déjà beaucoup plus... Ah oui, tu vois? Impressionnant. Ouais. Ça change quand même. Et puis là, tu refais, Après, c'est à toi de juger si, tu vois, je sais pas, selon les conditions, selon comment ton ski est avant, est-ce que, je fais 2 fois, ça me suffit, je fais 3 fois. Au bout d'un moment, si tu fais 20 fois, ça va pas devenir plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné où ils sont genre parfaits. Genre là, ils sont parfaits. Non, je rigole. Alors maintenant, tu peux prendre une petite brosse. Il faut enlever un petit peu les petits résidus de quart qui sont venus avant. Puis maintenant, on prend un diamant. Et puis voilà, tu fais la même chose. Puis avant la lime, si tu veux, tu devais aller que dans un sens parce que de toute façon, en plus, ça lime que dans un sens. Mais le diamant, tu peux aller un peu comme ça. Donc c'est le même principe. Tu fais comme ça. Donc voilà, je sais pas, là, tu fais quelques fois. Voilà. Tu vérifies. Là, tu peux couper ton saucisson. Oula. Presque. C'est l'heure de l'apéro gentiment en plus. Ouais. Après, il faut toujours avoir un petit peu de papier ou un chiffon. Parce que regarde, là, je vais faire comme ça. J'essuie ma carte. Touc, touc, touc. Puis là, ça fait genre, c'est sale en fait. C'est vraiment un peu des petits résidus. Un ski qui est bien préparé, donc préparé par tes soins. Ouais. Et puis, un ski qui l'est moins bien, tu sens vraiment la différence. Ouais. Et c'est dans quoi que tu sens? Dans l'accroche, dans la vitesse que tu peux te mettre dans une pente? Après, ça va dépendre
des conditions aussi, parce que si c'est mou, tu vas pas sentir la différence que si c'est gelé. Mais après, la préparation du ski, mais aussi le modèle du ski. Mais après, la préparation, si tu me donnes le même ski préparé ou le même ski, genre comme on a touché l'écart de l'autre avant, ben, je peux pas skier avec l'autre. Si c'est un petit peu dur, quand je veux mettre, bah, il y a rien, enfin, ça résiste pas. Donc ça fait première gare faite. Après, bah, tu tournes ton ski. Donc là, tu vas juste faire fondre le truc, étaler Ouais. un peu, et puis ça sera prêt. Exact. Donc là, je prends mon fart. Donc là, tu mets. Bref, là, j'ai mis assez de fart, même un peu trop, je crois. Ça fume. Ouais, ça fume un peu. J'ai honte. Hein. Je sais pas si quelqu'un il va me voir faire, il va se dire celle-là. Heureusement qu'elle a pas fait souvent ses skis. En tout cas, ça sent bon. J'aime bien cette odeur. Puis bah là, tu fais du repassage, quoi. Donc là, il est farté. Puis bah là, on le laisse comme ça jusqu'au jour où je vais le racler. Donc je sais pas quand. Et puis bah, quand tu racles, en fait, tu prends un racloir. Et puis tu t'enlèves le fart. Et puis après avoir enlevé le fart, tu prends une brosse autre que ça et tu rebrosses. Bah, merci beaucoup Charlotte, on a appris à faire du ski avec toi, c'est un plaisir. Et puis on retourne à l'interview. Ça marche, merci à toi. Maintenant, on va parler un peu de la période qui a suivi un peu cet âge d'or, si je peux dire. C'est un peu la période un peu plus compliquée de ta carrière. Donc je vais résumer rapidement. Octobre 2016, fracture de la cheville. Ensuite, tu fais un premier retour à la compétition en décembre 2016. 3 mois de rééducation seulement. Jusqu'à là, comment tu l'as vécu cette période entre ta fracture de la cheville et puis ton retour à la compétition? Je sais pas, parce que bah, avant la fracture, il y a eu aussi d'autres accidents, mais j'étais pas en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour moi, ma fracture de la cheville, c'était chiant parce que c'était au début de la saison, tu loupes, machin, mais c'était entre guillemets rien par rapport aux autres accidents que j'avais eu avant. T'avais eu quoi Je exactement? m'étais fait déchirer déjà 2 fois les ligaments croisés du genou, donc 2 opérations, 2 saisons out. Enfin voilà, donc la cheville c'était embêtant parce que c'était pas le bon timing, mais entre guillemets on m'avait mis un plâtre et puis j'attendais pas bêtement parce que j'ai fait ma réduc, j'ai fait plein de trucs, mais c'est anodin et c'est vraiment une blessure que limite j'ai presque oublié que j'ai eue. Alors que les autres, elles ont marqué ma carrière et que c'est aussi à cause de celle-là de l'accumulation de tout que j'ai mis un terme à ma carrière. Mais ouais, la fracture au pied, je dis, c'était plus embêtant par rapport à la période que c'est arrivé. Mais pas de remise en question ou pas de voilà, par rapport à une suite. Tu fais ton retour donc, à peine un mois plus tard, tu te fais les croisés donc pour la 3e fois si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? 3, ça fait quand même déjà beaucoup. C'était dur. Enfin, je dirais que ma première fois, j'avais 17 ans quand je me suis déchiré le ligament. Et pour moi, ça n'a jamais été... Enfin, aucune blessure est facile à accepter, mais à 17 ans, et la première fois, tu te dis en gros... Enfin, je sais pas, mais en tant que skieuse, c'est comme si tu sais que tu vas y passer un jour. Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de chances que tu aies cette blessure. Donc, en gros, je me suis dit, bon, c'est mon tour. Enfin, voilà, c'est comme ça. Puis, tu sais pas non plus à quoi t'attendre. Donc, tout est nouveau. Tu vas voir le médecin. Après, on te dit qu'on t'opère. Tu vas à l'opération. Tu fais la rééducation. Puis, vu que tout est nouveau, c'est pas que c'est facile parce que ça fait peur, parce que tu sais pas si tu fais bien, mais disons que des fois, d'être dans l'inconnu, c'était presque plus difficile les fois d'après où tu sais par quelle difficulté tu vas devoir passer, puis t'as pas envie, mais t'as pas le choix. Donc ouais, disons que la 3e fois, après, ça a été dur à accepter parce que tu te dis, bon, 1 fois, 2 fois, après, il y a eu le pied. Je sais plus quand au milieu, il y a eu une mononucléose encore, je crois, sauf erreur après mon 2e croisé. Et puis là, tu te dis, mais je m'entraîne, je fais tout juste. Entre guillemets, personne fait toujours tout juste, mais je fais mon maximum pour y arriver. Puis, pourquoi encore une fois? Alors qu'en plus,
j'étais en Coupe du Monde et puis c'était un peu dur d'accepter à ce moment-là que j'étais blessée. Et ouais, difficile d'ailleurs. En plus, j'avais fini ma maturité, je faisais que du ski. Puis c'est là que je me suis un petit peu posé pas mal de questions en me disant, oui, j'ai le niveau, oui, je peux skier vite, oui, je pense que je peux faire des podiums ou en tout cas des très bons résultats en Coupe du Monde, gagner ma vie avec le ski. Mais en fait, j'ai beau avoir les capacités, peut-être ça suffira jamais. Peut-être que en fait, je vais devoir arrêter pour d'autres raisons malgré que j'ai les capacités pour. Puis ça m'a pas mal remis en question. Puis en fait, la rééducation, puis je me suis rendu compte que c'était trop cool de faire du sport, mais qu'il y avait une vie après, que ça soit à 35 ans quand tu as été championne olympique ou que ce soit à 25 ans parce que tu as arrêté et puis tu avais des blessures. Mais disons que ça m'a un peu remis en question. Puis là, je me suis dit, je vais recommencer des études. Puis c'est là que j'ai un peu regardé qu'est-ce que je voulais faire. Puis que j'ai recommencé des études par correspondance. Mais ouais, je dirais que du coup, cette blessure a remis pas mal de choses en question sur comment je voulais gérer ma carrière et ma vie. Et donc, ça, c'est ta 3e blessure. Tu fais un peu un petit tour par des championnats annexes pour te repréparer à la Coupe du Monde. Tu fais ton retour en 2018. Malheureusement, tu ne marques pas de points cette saison-là. Puis ensuite, septembre 2020, la 4e fois les croisés. Là, tu te dis, c'est fini direct. Tu sais que c'est fini ou bien Quel est le processus de réflexion après ça? En fait, ça faisait beaucoup. Ça faisait vraiment... c'était le 4e croisé, il y avait eu 2 pieds cassés, il y avait une mono, j'avais une appendicite aussi. L'hiver d'avant, genre, je sais plus quand c'était, au mois de février, enfin, plein pendant l'hiver. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. J'arrive pas à rester bien pendant plusieurs années, mais je sais pas comment expliquer pour expliquer, mais sans faire trop long non plus. C'est quand je suis tombée, quand on chute, tout se passe au ralenti, en fait. Tu as le temps de penser à 1000 choses dans ta tête. Je sais pas comment c'est possible, d'ailleurs, mais c'est comme si ta chute, alors qu'elle dure 4 secondes, tu fais des réflexions de 3 minutes. Et puis là, je me suis dit, c'est bon. Enfin, c'est comme si toutes mes autres blessures, c'est horrible à vivre. Hein. Enfin, j'ai pleuré beaucoup à chaque fois. Enfin, voilà, c'est dur à accepter parce que tu as besoin de ton corps en tant que sportif, puis ton corps, il est blessé, puis il ne te permet plus de faire ce que tu aimes, et puis tu sais que... Enfin, voilà. Mais j'ai toujours, même que certaines personnes m'ont dit, tu sais, tu peux arrêter, enfin, ça fait trop. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Enfin, je continue. Enfin, oui, je me blesse, oui, voilà, mais moi, j'ai mon rêve et coûte que coûte, enfin, j'y vais au bout. Mais la 4e blessure, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça dans la vie, enfin, voilà. Quand je suis tombée, ouais, il y a eu cette partie de moi qui s'est brisée, en fait. Je me suis dit, je peux plus. En fait, c'est trop. Et puis, j'ai senti comme toutes les fois, enfin, je savais que j'avais cassé mon genou. Enfin, j'ai complètement senti que ça a lâché. Et puis, t'as pas envie d'y croire, mais tu sais que... Enfin, voilà. Et là, je me suis dit, je reviendrai plus. C'est fini, j'ai plus envie de ça. Puis en fait, ce qui était dur, c'est que tu dois avoir mal, parce que tu as mal physiquement, accepter que tu es triste, mais faire aussi, entre guillemets, le deuil de ta carrière et de tes rêves, que tu as fait ça depuis tout le temps. Puis je me souviens, j'attendais l'hélicoptère qu'on vienne me chercher, puis je me disais, puis je regardais toi, tu es blessé au bord. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que tu es blessé au bord de la piste. Tu attends comme une conne, désolée pour l'expression, qu'on vienne déjà te donner un peu des calmants, machin, t'attends l'hélicoptère. Puis tu vois les autres qui continuent à s'entraîner, puis en fait, tu te dis, moi, c'est fini, puis tout le monde s'en fout. Puis en fait, toi, tu fais pareil quand quelqu'un te blesse. Tu continues à faire ton truc, mais c'est vrai que tu te dis, c'est dur à accepter, en fait, que toi, d'une seconde à l'autre, tout s'est arrêté, puis qu'eux, ils continuent leur vie, normale. Mmh. Et puis, bref, j'attends, on vient me chercher. Dans l'hélicoptère, là, je me dis, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je veux faire autre chose? Ou est-ce que je veux... Enfin, tu te remets
pas mal de choses en question. Et pour moi, c'était sûr que j'arrêtais. Sauf qu'après, une fois que tu as les émotions qui redescendent un peu, tu te dis quand même, ouais, mais est-ce que je vais arrêter? Parce que c'est quand même mon rêve, j'ai fait ça tout le temps. Est-ce que je veux pas me donner encore quand même une chance? Enfin, bref, j'étais pas prête d'arrêter quand même droit derrière ma blessure. Et je me suis dit, finalement, je dois me faire opérer, que je continue ou pas le ski. Je dois faire ma réduc, que je continue ou pas le ski. Et je serais stupide de dire stop alors que j'ai le soutien, j'ai la structure, j'ai le temps, enfin j'ai tout pour bien me remettre sur pied. Et entre guillemets, j'avais pas de stress de devoir prendre une décision maintenant. Je me suis dit, même que j'étais pas sûre de vouloir continuer, je me suis dit, je vais au bout de ma rééducation, je remets mes skis, je recommence l'entraînement avec l'équipe et quand je suis à 100%, je décide est-ce que je continue ou pas. Donc en fait, depuis le moment de la chute au moment où j'ai décidé d'arrêter, il s'est passé une année où j'ai fait cette rééducation. Il m'a fallu cette année que je suis hyper contente de l'avoir faite pour... De deuil, en gros. De deuil, ouais. Pour se dire, bah, j'arrête et je suis bien avec ma décision. Je sais qu'elle est 100% juste et je pense que même que je le savais le jour où je suis tombée, si j'avais arrêté à ce moment-là, j'aurais eu trop de regrets. Me serais posé 1000 questions sur est-ce que c'était pas trop tôt, est-ce que j'ai bien fait, etc. Tandis que là, en fait, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour comme si je voulais continuer et puis j'ai vu qu'en fait, c'était plus ma place, que j'avais plus envie, que j'avais plus le feu en moi qui me permettait de skier vite. Et puis du coup, ça a été extrêmement dur à prendre comme décision, mais elle était 100% juste et j'avais aucun doute là-dessus, donc ça, c'était chouette. Est-ce que tu penses que ça t'a aussi forgé en tant que femme, finalement, toutes ces épreuves-là? Oui, je pense que dans chaque épreuve, dans chaque moment difficile de la vie, tu ressors plus fort. Enfin, si tu le prends positivement, je pense que toute blessure est très dure, mais elle nous apprend beaucoup. Et puis au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, toute la force, la détermination, l'envie que j'ai mis, aujourd'hui, ouais, c'est sûr que ça m'aide. Merci beaucoup. Je te propose de passer maintenant à la petite animation qu'on a à la causerie. C'est l'objet de l'invité. Qu'est-ce que toi, tu nous as ramené aujourd'hui? Mon casque. Il est très très beau. Il a des petits brillants, il a un petit marsupilami. Pourquoi le marsupilami? J'aimais bien, c'était un dessin animé que j'ai regardé beaucoup quand j'étais petite et je trouvais que c'était cool. Assez agile en plus, comme ça. Ouais, et puis quand j'ai commencé le ski, j'avais pas Suisse Pro comme sponsor, j'avais Villars. Après, j'ai eu Oxner Sport et après, j'ai eu Suisse Pro. Eux, ils avaient un peu une idée d'un design. Puis moi, j'étais là, mais c'est super moche. Puis j'étais un petit peu là, mais en fait... Alors après, c'est pas que je suis girly, hyper machin, mais en fait, le casque, c'est le seul équipement que tu mets pendant la course que tu peux un peu customiser comme toi t'aimes. Puis moi, je sais pas, j'avais vraiment envie de faire quelque chose un peu brillant, un peu fille, sans être non plus trop flash. Puis bref. Et puis on a travaillé sur un design et c'est ressorti ça. Et je trouvais que, bah, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est... En tout cas, moi, je m'en rappelais de ce casque. Ah ouais? Je trouve qu'il est beau et je vais le garder, ça c'est sûr. J'ai l'autre en noir. Je sais pas si on a tous les casques en bas, mais on a plusieurs casques. Elle a mis des clous et puis elle les a pendus. Puis je trouve ça assez cool de les garder parce que c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Bon, je le mets plus, mais je l'ai toujours avec moi et je pense que je vais pas le jeter. Avec un petit marsupilami. En plus, j'ai mis le fille, tu vois, comme ça. C'est vraiment... je sais même plus comment elle s'appelle, elle, mais... Bah, merci beaucoup. Je pense qu'il peut rester là, il va nous accompagner encore un petit coup je le mets comme ça. pendant l'interview. Justement, tu parles d'être femme, mais d'être une femme dans le milieu du ski, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à vivre? Déjà, je pense qu'en tant qu'athlète et le ski alpin, comparé à d'autres sports féminins qui n'ont aucune visibilité, franchement, comparé au même sport chez les hommes, elles sont vraiment dévalorisées. Et dans le ski alpin, on a moins cette différence, voire quand même, je dirais, très peu.
Parce que finalement, tu regardes les calendriers, il y a le même nombre de courses, grosso modo, hommes-femmes. Les prize money, c'est quand même aussi hommes-femmes, plus ou moins c'est la même chose. Et après, je pense même que le fait que le ski est quand même médiatisé, si tu arrives à bien vendre ton image en tant que femme, je pense qu'au niveau de tes sponsors personnels, tu peux autant bien gagner ta vie qu'un homme. Après, oui, c'est un milieu très masculin. En fait, je pense que c'est bien que gentiment aussi, les femmes puissent prendre leur place dans un milieu comme ça, parce que je pense pas qu'elles sont moins fortes ou comme ça. Mais en tant qu'après, ça c'est vraiment du côté staff, mais en tant qu'athlète, ça m'a pas dérangée. Autant je pense que ça aurait été cool d'avoir des fois un petit peu plus de présence féminine. Peut-être que tu as certains sujets comme ça où c'est un petit peu plus délicat d'en parler à ton entraîneur que si c'était une femme. Et si j'ai, enfin c'est pas un regret, mais un truc que si je devais refaire ma carrière, que je ferais différemment. Un homme et une femme ne peuvent pas s'entraîner la même chose. Un homme, tu peux te dire, je décide de faire tu as des pics d'entraînement, enfin des pyramides avec tes points, tes phases. Vraiment, tu peux les faire n'importe quand. Et je pense et je suis sûre qu'une femme, non. Tu as des moments où tu es plus apte à prendre de la force, des moments où tu es plus apte, où il faut récupérer, etc. Puis en fait, mon cycle menstruel n'a jamais été mis en relation avec mon programme d'entraînement et je pense que ça, on aurait pu optimiser. J'encourage en tout cas, maintenant qu'aussi c'est un sujet qui est un peu moins tabou, à toutes les filles qui peuvent et qui ont envie de s'entraîner plus par rapport à ça, de le faire parce que je pense que ça coûte rien en fait, hors compétition. Après, compétition, c'est clair que tu peux pas non plus tout faire, mais tu peux un peu t'adapter. Pour un peu conclure cette interview, on arrive gentiment au bout. Comment tu te vois dans 5 ans ? 5 ans. Pour tout le monde, c'est dur de s'imaginer on sera dans 5 ans. Surtout, je pense, dans notre tranche d'âge où, en fait, on a des métiers, où on a des ambitions, mais on ne sait pas si ça va le faire. Et puis, surtout que là, le métier que je fais aujourd'hui, je l'adore. Là, il n'y a pas de Tu fais question quoi là-dessus. exactement ? Tu peux nous résumer un petit peu ? Mon titre officiel, c'est coordinatrice média. Mais ça englobe plein de tâches. Donc, déjà, pendant l'hiver, je suis sur toutes les étapes de la Coupe du Monde masculine. Et je m'occupe de tout ce qui est relation avec les médias, faire les interviews. Je gère les réseaux sociaux, le site internet de la FISE. Quand il faut envoyer des programmes, convoquer des choses. On a tout ce qui est les tirages au sort les soirs d'avant. Mais j'adore parce que mon métier me permet de rester dans le monde du ski. Et en fait, j'ai dit, bon, c'est la honte, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé l'année passée, ça m'est arrivé cette année, 2-3 fois. On vit tellement d'émotions que des fois, en fait, je pleure tellement c'est beau de voir les émotions des gars, en fait, quand ils arrivent en bas, qu'ils soient... quand il y a eu des fins de carrière et puis tu pleures, moi je sais ce que c'est, donc là je pleure. Des trucs, quand il y a eu Cyprien Sarrazin qui a gagné les 2 descentes à Kitzbühel le samedi, je sais pas, c'était tellement... Déjà c'était un jour parfait, mais vraiment ciel bleu, tout était nickel. Il arrive en bas, il saute sur la barrière, il crie devant tout le monde et là, tu as je sais pas combien de milliers de personnes qui hurlent et en fait, tu te dis, mais waouh, je bosse et je vois ça en fait et c'est juste trop beau. Et du coup, alors des fois, c'est dur aussi le métier que je fais parce que tu es tout le temps en route, tu es tout le temps... c'est des journées de 6h le matin à 22h le soir non-stop pendant 4 mois finalement presque. Donc mais c'est tellement cool ce que tu peux vivre que en fait, j'adore mon métier. Et le jour où j'arrête, je pense vraiment pas retrouver un job avec autant d'émotions. Mais en même temps, comme je viens de dire, c'est un rythme de vie, ça va bien maintenant, quelques années, mais le jour où je veux des enfants, ça va plus. Le jour où aussi, peut-être que c'est un métier où c'est pas comme tu es dans une entreprise et puis tu as une perspective d'évolution. Là, si vraiment tu as ton poste, alors oui, il évolue un peu, tu peux le faire évoluer toi, mais disons que ça reste
la même chose, puis qu'un jour, j'ai plus envie de faire ça. Donc là, je me dis, ouais, encore l'année prochaine. Après, il y a les Jeux Olympiques. J'aimerais bien aussi vivre une expérience olympique. Et après, je fais quoi? Enfin, est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? J'aurai 31 ans. Peut-être c'est le moment de changer. Enfin, et en fait, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Et ça me stresse. Mais ça me stresse pas trop, parce que je me dis, en fait, je suis assez confiante que les choses arrivent au bon moment dans la vie, puis que ça sert à rien de s'imaginer ce que tu vas faire dans 2 ans alors que tu es bien dans ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que j'aimerais rester dans le milieu du sport. Je sais que, enfin voilà, j'ai quand même mon idée de plus ou moins l'environnement global où j'ai envie de travailler, mais je sais pas qu'est-ce que je veux faire, donc je sais pas où c'est que je me vois dans 5 ans, mais on peut refaire une interview si tu veux, puis je te dirai. Avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà, merci, ça sera le mot de la fin. Je tenais encore à remercier Thomas, Jean et Tristan à la caméra. N'oubliez pas de vous abonner à la causerie, ça ferait super plaisir encore de mettre un petit like et puis aussi d'activer la cloche des notifications. Merci encore à toi Charlotte et puis à dans 5 ans du coup. Ça marche, c'est noté, dans 5 ans.